Bonjour la famille, bienvenue sur l'Histoire avec Mavizi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Isaac, un entrepreneur autodidacte, semblait tout avoir. Une entreprise florissante, la réussite financière et une belle épouse, Anna. Pourtant, derrière la façade d'une vie parfaite, il portait une insatisfaction latente qu'il exprimait rarement. Anna, qu'il avait soutenue pendant ses années les plus difficiles, représentait la simplicité et l'humilité. C'était une femme d'une force tranquille, quelqu'un qui préférait l'élégance discrète au faste et au glamour qu'Isaac recherchait désormais. Avec le temps, Isaac se sentit gêné par son attitude modeste, convaincu qu'elle manquait de la sophistication nécessaire pour compléter son nouveau statut. Cette insécurité s'envenima, le poussant à chercher la validation ailleurs. Cette validation vint sous la forme de Charlotte, une femme confiante et glamour qui se nourrissait d'attention et jouait son rôle de maîtresse d'Isaac avec un charme calculé. Isaac commença à emmener Charlotte à des événements et des réunions, la présentant comme sa femme. Son charisme éblouissait clients et collègues, renforçant la conviction d'Isaac qu'elle était la partenaire idéale pour son image publique. Il rationalisait ses actes en se persuadant qu'Anna ne découvrirait jamais rien. Dans son esprit, elle était trop naïve et concentrée sur la maison pour remarquer les changements en lui. Sa tromperie, cependant, n'était pas aussi transparente qu'il l'imaginait. Anna, bien que calme et discrète, était loin d'être inconsciente. Elle remarqua les changements subtils dans le comportement d'Isaac, les nuits tardives, les dépenses inexpliquées et les regards fugaces de culpabilité dans ses yeux. Elle choisit de ne pas le confronter immédiatement, optant plutôt pour observer et reconstituer la vérité. Son amour pour Isaac n'avait pas diminué, mais la distance croissante entre eux lui laissait le cœur lourd de tristesse. Pendant qu'Isaac se délectait de sa double vie, Anna se préparait tranquillement à ce qu'elle sentait être une confrontation inévitable, sa force résidant dans sa patience et sa résolution. Les journées d'Anna étaient marquées par un calme inquiétant, sa maison résonnant désormais de l'absence de la chaleur qu'Isaac apportait autrefois. Elle remarqua son détachement croissant, la façon dont il évitait le contact visuel et offrait des explications peu convaincantes pour ses absences. Tandis qu'Isaac s'immergeait dans son monde des affaires et socialisait avec Charlotte, Anna restait ancrée dans sa routine. Elle gérait le ménage avec grâce, ses actions masquant le tumulte croissant en elle. Elle trouvait du réconfort dans de petits rituels constants, comme s'occuper de son jardin ou préparer les plats préférés d'Isaac, bien qu'il rentrât souvent trop tard pour en profiter. C'est lors d'un de ces moments solitaires qu'Anna se confia à David, son ami le plus proche et un avocat à l'esprit vif. David connaissait Anna depuis l'université et admirait sa loyauté indéfectible envers Isaac, même lorsque des fissures commençaient à apparaître dans leur mariage. Alors qu'elle partageait ses soupçons sur le comportement d'Isaac, l'inquiétude de David s'intensifia. « Tu es trop intelligente pour le laisser te prendre pour acquise, dit-il, son ton ferme mais compatissant. Il encouragea Anna à rassembler des preuves et à se protéger, lui conseillant de se préparer à la possibilité d'une trahison. Anna écouta mais s'abstint de prendre des mesures immédiates, espérant contre tout espoir qu'elle se trompait. Malgré son trouble intérieur, Anna maintenait une apparence calme. Elle prêta une attention plus soutenue aux habitudes d'Isaac, notant les achats extravagants et le parfum distinct qui persistait sur ses costumes. Elle commença à reconstituer la vérité, son cœur se brisant à chaque révélation. Pourtant, plutôt que de succomber au désespoir, Anna canalisa ses émotions en une détermination tranquille. Elle résolut d'affronter ce qui l'attendait avec dignité et force, son esprit formant déjà un plan pour reprendre sa place dans la vie d'Isaac, ou s'en aller la tête haute. Charlotte se prélassait dans l'éclat de sa position aux côtés d'Isaac, sa présence contrastant vivement avec l'élégance discrète d'Anna. Elle savourait l'attention qu'elle recevait lors des événements, où elle était souvent prise pour la femme d'Isaac. Sa beauté et son charme étaient ses armes, et elle les maniait habilement, s'assurant qu'Isaac restait captivé. Aux yeux de Charlotte, Anna était insignifiante, une relique du passé d'Isaac, indigne de la vie dont elle jouissait maintenant. Elle se voyait comme la partenaire parfaite pour Isaac, quelqu'un qui pouvait rehausser son image et compléter son ambition. Isaac, épris de l'attrait de Charlotte, commença à compter sur elle pour obtenir sa validation. Ses compliments nourrissaient son ego, et sa confiance lui donnait un sentiment de puissance. Ensemble, ils formaient un duo parfait, du moins c'est ce que croyait Isaac.
Ce qu'il ne parvenait pas à reconnaître, c'étaient les motivations sous-jacentes de Charlotte. Elle n'était pas amoureuse d'Isaac, mais du style de vie qu'il lui offrait. Son intérêt pour lui était transactionnel, ancré dans les avantages qu'elle tirait de leur arrangement. Tandis qu'Isaac la voyait comme une partenaire qui comprenait son monde, Charlotte le considérait comme un tremplin vers de plus grandes opportunités. À l'insu de tous les deux, Anna était parfaitement consciente du rôle de Charlotte dans la vie d'Isaac. Elle avait vu des photos d'eux deux lors d'événements, leur alchimie indéniable. Pourtant, au lieu de confronter Isaac ou de sombrer dans la colère, Anna choisit de se concentrer sur la compréhension de l'influence de Charlotte. Elle vit à travers la façade et reconnut Charlotte pour ce qu'elle était, une distraction éphémère, incapable d'offrir à Isaac la profondeur du soutien et de l'amour dont il avait réellement besoin. La décision d'Anna de garder le silence n'était pas née de la faiblesse, mais de la stratégie. Elle savait que son moment d'agir viendrait, et quand il arriverait, il laisserait Isaac et Charlotte tout remettre en question. La confiance d'Isaac monta en flèche alors qu'il se préparait pour une réunion d'affaires cruciale avec des investisseurs potentiels. Il était déterminé à faire grande impression et voyait cela comme un moment charnière pour la croissance de son entreprise. Cependant, sa décision d'amener Charlotte en tant que son épouse relevait davantage de la satisfaction de son ego que de l'aspect pratique. Il se persuada que son charisme et sa beauté séduiraient les investisseurs, masquant les failles de son intégrité et la vérité de sa double vie. En répétant son discours, Isaac ressentit une montée d'excitation, aveuglé par la conviction qu'il contrôlait à la fois ses sphères professionnelles et personnelles. Pour lui, Anna était une note de bas de page, quelqu'un de trop insignifiant pour perturber son récit soigneusement élaboré. Charlotte, tout aussi désireuse de se prélasser sous les projecteurs, se lança dans les préparatifs de la réunion. Elle choisit une tenue élégante mais audacieuse, conçue pour attirer l'attention, confiante que sa seule présence suffirait à s'assurer la faveur des investisseurs. Alors qu'Isaac louait son charme et son intelligence, Charlotte se délectait de cette validation, se sentant intouchable dans son nouveau statut. Ils répétèrent leur rôle, perfectionnant l'image d'un couple puissant prêt à conquérir le monde des affaires. Pourtant, sous la surface, leur alliance était fragile, construite sur une manipulation mutuelle plutôt que sur une véritable connexion. Tous deux ignoraient la tempête qui se préparait tranquillement dans le monde d'Anna. Pendant ce temps, Anna, consciente des plans d'Isaac grâce à des observations subtiles, commença à élaborer une stratégie. Elle reconstitua son itinéraire, découvrant les détails de la réunion et le rôle de Charlotte. Bien que son cœur souffrit à l'idée que son mari l'effaçât publiquement, Anna refusa de laisser les émotions obscurcir son jugement. Avec l'aide de David, elle examina les documents juridiques et les registres de l'entreprise, s'assurant de bien comprendre ses droits et ses options. Elle savait qu'Isaac la sous-estimait et était déterminé à transformer son arrogance en son avantage. Sa résolution se durcit alors qu'elle se préparait à affronter la trahison, non pas avec rage, mais avec une force tranquille qui laisserait Isaac sous le choc. Anna passa des nuits blanches à réfléchir aux années qu'elle avait consacrées à Isaac et à leurs rêves communs. Elle avait été son soutien indéfectible pendant les débuts de sa carrière, sacrifiant ses propres ambitions pour assurer son succès. Pourtant, maintenant, alors qu'elle observait sa trahison se dérouler, elle réalisa la profondeur de son ingratitude. Sa tristesse se transforma en une détermination d'acier, alimentée par la volonté de retrouver sa dignité et son indépendance. Elle ne cherchait pas la vengeance, ses intentions étaient ancrées dans le respect de soi et la nécessité de protéger ses intérêts. Anna savait qu'elle devait agir de manière décisive, non seulement pour elle-même, mais aussi pour préserver l'intégrité de l'entreprise qu'elle avait tranquillement entretenue aux côtés d'Isaac. David devint son confident et son allié pendant cette période. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour exposer la tromperie d'Isaac tout en protégeant la position d'Anna dans l'entreprise. L'esprit juridique vif de David et sa loyauté indéfectible renforcèrent la confiance d'Anna, lui rappelant la force qu'elle avait souvent négligée en elle-même. Ils rassemblèrent méticuleusement des preuves, examinant les dossiers financiers, les courriels et les documents de l'entreprise qui mettaient en évidence les contributions d'Anna. Chaque découverte s'ajoutait à l'arsenal d'Anna, consolidant son dossier et s'assurant qu'elle était préparée à toute confrontation. Le soutien de David fut inestimable, lui fournissant à la fois des conseils professionnels et un réconfort émotionnel pendant ses moments les plus vulnérables. À l'approche du jour de la réunion, Anna se prépara mentalement et émotionnellement. Elle répéta son approche, s'assurant de rester calme et articulée le moment venu d'affronter Isaac et Charlotte. Sa résolution n'était pas née de l'amertume, mais d'un besoin profond de retrouver son pouvoir d'action.
Elle en avait fini d'être la partenaire silencieuse et négligée dans son mariage et dans l'entreprise. La force tranquille d'Anna devint sa plus grande arme, contrastant vivement avec l'arrogance d'Isaac et le charme superficiel de Charlotte. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais elle était prête à l'affronter de front. La salle de conférence bourdonnait d'anticipation lorsqu'Isaac et Charlotte entrèrent, rayonnant de confiance. Le costume sur mesure d'Isaac et l'ensemble saisissant de Charlotte firent d'eux le centre de l'attention, leur dynamique étant une performance calculée conçue pour impressionner. Les investisseurs, assis autour de la table de conférence polie, les accueillirent avec des sourires polis, leurs expressions mêlant curiosité et réserve. Isaac commença sa présentation avec ferveur, détaillant sa vision de l'avenir de l'entreprise. Il mit l'accent sur l'innovation, la croissance et le leadership, ses paroles soignées et persuasives. Charlotte joua son rôle de manière transparente, intervenant avec des commentaires stratégiques qui soulignaient sa prétendue expertise. Pour l'observateur occasionnel, il semblait former une équipe redoutable. Pourtant, sous la surface, de subtiles fissures commencèrent à apparaître. Les questions des investisseurs devinrent plus pointues, leur attention se déplaçant des projections d'Isaac vers la dynamique interne de l'entreprise. Hélène, une investisseuse chevronnée réputée pour sa capacité à percer les faux-semblants, orienta ses questions vers les processus de direction et de prise de décision. Les réponses d'Isaac, bien que confiantes, portaient une pointe de défensive. Il n'avait pas anticipé un tel niveau d'examen et luttait pour maintenir son sang-froid sous le regard perçant d'Hélène. Charlotte, sentant le changement de ton, tenta de détourner l'attention avec charme, mais ses efforts tombèrent à plat. L'intérêt des investisseurs pour la substance plutôt que pour le style la laissa décontenancée, exposant son manque de véritable perspicacité dans les affaires. À l'insu d'Isaac et de Charlotte, Anna était présente dans la salle, assise discrètement parmi les observateurs. Elle avait obtenu l'accès grâce à son réseau et restait silencieuse, sa présence passant inaperçue. De son point de vue, elle observait la performance d'Isaac avec un mélange de tristesse et de résolution. C'était l'homme qu'elle avait autrefois admiré, maintenant réduit à une façade mue par l'insécurité et la tromperie. Au fur et à mesure que la réunion avançait, le plan d'Anna se cristallisa dans son esprit. Elle n'interromprait pas et ne ferait pas de scène, au lieu de cela, elle attendrait le moment parfait pour dévoiler la vérité, s'assurant que ses actions soient aussi percutantes qu'irréversibles. L'entrée discrète d'Anna à la réunion d'affaires passa inaperçue auprès d'Isaac et de Charlotte, trop absorbés par leur performance. Vêtue d'une tenue modeste mais professionnelle, Anna se fondit parfaitement dans le groupe d'observateurs. Son calme masquait la tempête d'émotions qui grondait en elle. Assise au dernier rang, elle observait attentivement chaque mouvement d'Isaac, analysant son ton, son langage corporel et son interaction avec les investisseurs. Les tentatives de Charlotte pour charmer et afficher sa sophistication étaient douloureusement évidentes pour Anna, qui voyait clair dans cette façade superficielle. Bien que la colère couvât sous son extérieur composé, Anna se rappela que ce n'était pas le moment de laisser parler les émotions. Elle était là pour recueillir des informations, pour évaluer pleinement la situation avant de passer à l'action. Au fur et à mesure que la réunion se déroulait, Anna remarqua comment les investisseurs réagissaient à Isaac. S'il hochait la tête à sa présentation, leurs questions comportaient une nuance de scepticisme. Hélène, l'investisseur principal, était particulièrement incisive, posant des questions pointues sur la structure de direction de l'entreprise et le processus de prise de décision. Le cœur d'Anna s'emballa alors qu'Isaac luttait pour répondre, sa confiance vacillant sous l'examen minutieux d'Hélène. Il était clair qu'il ne s'était pas préparé à ce niveau d'interrogatoire. Charlotte, visiblement mal à l'aise, tenta de sauver la situation avec des commentaires vagues, mais son manque d'expertise ne fit que souligner les failles de leur partenariat. Anna ne put s'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction, c'était le début de l'effondrement d'Isaac. La résolution d'Anna s'approfondit alors qu'elle regardait Isaac bredouiller ses réponses. Elle réalisa que l'homme qui se tenait à la tête de la table n'était plus le partenaire ambitieux et travailleur qu'elle avait autrefois soutenu. Cet Isaac était mu par l'ego et l'insécurité, aveuglé par sa propre suffisance. Pourtant, Anna savait qu'exposer sa trahison devant les investisseurs exigeait précision et timing. Elle devait s'assurer que lorsqu'elle révélerait enfin la vérité, Isaac n'aurait aucune marge de manœuvre pour manipuler le récit. À la fin de la réunion, Anna se glissa discrètement dehors, l'esprit bouillonnant de plans pour la prochaine étape. Elle était prête à reprendre le contrôle de sa vie et de ses contributions à l'entreprise. Le lendemain, Isaac rencontra les investisseurs pour une discussion de suivi,
ignorant que les graines du doute avaient déjà été semées. Hélène, connue pour son approche méticuleuse des affaires, mena l'interrogatoire avec une présence calme mais autoritaire. Ses questions approfondirent les opérations de l'entreprise, se concentrant spécifiquement sur l'origine de ses stratégies clés et de ses succès. Isaac, se prélassant encore dans la fausse confiance de sa présentation, tenta de s'attribuer le mérite de chaque jalon atteint par l'entreprise. Cependant, ses réponses manquaient de profondeur, et le regard perçant d'Hélène semblait voir à travers sa façade. Charlotte, assise à côté d'Isaac, devint de plus en plus mal à l'aise à mesure que l'interrogatoire s'intensifiait. Elle n'était pas habituée à ce niveau d'examen et luttait pour maintenir son apparence calme. Quand Hélène lui adressa une question sur son rôle dans l'entreprise, Charlotte hésita avant de livrer une réponse préparée qui manquait de conviction. Les investisseurs échangèrent des regards subtils, leurs doutes palpables. Isaac tenta de ramener la conversation sur ses propres forces, mais les investisseurs n'étaient pas facilement influençables. Hélène, en particulier, semblait déterminée à découvrir la vérité. Elle sonda davantage, s'interrogeant sur la personne derrière les premières percées de l'entreprise et se demandant pourquoi elle n'était pas présente à la réunion. Le malaise d'Isaac était évident alors qu'il trébuchait sur ses mots, offrant des explications vagues. Il détourna les questions d'Hélène, tentant de se présenter comme le seul visionnaire derrière le succès de l'entreprise. Ce qu'Isaac ne réalisait pas, c'est qu'Hélène possédait déjà des éléments du puzzle, grâce aux efforts discrets d'Anna. Grâce à ses relations, Anna avait fourni à Hélène des informations clés sur l'histoire de l'entreprise et ses propres contributions. L'interrogatoire d'Hélène n'était pas aléatoire, il était calculé, conçu pour exposer les incohérences dans le récit d'Isaac. À la fin de la réunion, les derniers mots d'Hélène résonnèrent dans l'esprit d'Isaac, le leadership ne se résume pas à la vision. C'est une question d'intégrité. Le poids de sa déclaration laissa Isaac mal à l'aise, mais il l'ignora, confiant que son charme et la présence de Charlotte suffisaient à maintenir le contrôle. Pendant qu'Isaac s'efforçait de maintenir son image auprès des investisseurs, David travaillait sans relâche en coulisses pour découvrir l'étendue de sa trahison. Il éplucha les registres de l'entreprise, les états financiers et les contrats, reconstituant une chronologie des événements qui brossaient un tableau clair de la mauvaise gestion et de la tromperie d'Isaac. Ce que David découvrit était accablant. Non seulement Isaac avait déformé son rôle dans le succès de l'entreprise, mais il avait également détourné des fonds pour soutenir son style de vie somptueux et les caprices de Charlotte. Ces transactions, bien que habilement déguisées, étaient traçables et fournissaient des preuves concrètes de la mauvaise conduite d'Isaac. Armé de ces informations, David approcha Anna, sachant l'impact que cela aurait sur elle. Lorsque David présenta ses découvertes, Anna écouta en silence, ses émotions soigneusement maîtrisées. Chaque révélation était comme un coup de poignard au cœur, un rappel douloureux de l'homme qu'Isaac était devenu. Pourtant, au lieu de s'effondrer, Anna canalisa sa douleur en détermination. Elle réalisa que ces preuves étaient le levier dont elle avait besoin non seulement pour protéger ses intérêts, mais aussi pour exposer la vraie nature d'Isaac. Avec l'aide de David, elle commença à rédiger un plan pour. Alors qu'ils se séparaient ce jour-là, sans promesse de réconciliation, juste une compréhension mutuelle de la blessure qui avait besoin de guérir, Michael ressentit un sentiment de perte écrasant, tempéré par une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, ils pourraient un jour retrouver le chemin l'un vers l'autre. Dans les semaines qui suivirent leur confrontation partielle, Emily se plongea dans l'introspection et la thérapie, cherchant à comprendre ses propres besoins et désirs, indépendamment de son mariage avec Michael. Elle se concentra sur la reconstruction de son estime de soi, qui avait été érodée non seulement par l'infidélité, mais aussi par des années à négliger ses propres passions et intérêts au profit de la carrière de Michael. Emily commença à suivre des cours d'art, un passe-temps qu'elle avait mis de côté après son mariage, et lentement, un sentiment d'autonomisation commença à prendre racine en elle. Ces activités apportèrent une nouvelle joie dans sa vie, un rappel que son bonheur n'avait pas besoin d'être lié à une autre personne, même son mari. Pendant ce temps, Michael entreprit son propre voyage d'amélioration personnelle, bien que le sien fût chargé de la culpabilité de ses actions. Il suivit des séances de thérapie, lut des livres sur la fidélité et la confiance, et prit toutes les mesures possibles auxquelles il pouvait penser pour devenir un homme meilleur, un homme digne d'Emily et de la vie qu'ils avaient autrefois partagée. Il écrivit des lettres à Emily, non pas dans l'attente qu'elle reçoive une réponse, mais comme un moyen d'exprimer ses remords continus et son engagement à changer. Ces lettres, remplies d'excuses et de promesses, étaient sa façon de maintenir un lien avec Emily, même si ce n'était que par la conversation unilatérale de la plume au papier.
La décision concernant l'avenir de leur mariage, cependant, restait en suspens. Emily était tiraillée entre le confort de la vie qu'ils avaient construite ensemble et le nouveau départ qu'elle se dessinait pour elle-même, où elle se sentait appréciée et épanouie. Le choix se profilait alors qu'elle approchait des dernières étapes de son parcours de croissance personnelle. Après mûre réflexion, Emily décida qu'elle devait affronter Michael, pour discuter de la possibilité d'un divorce. Ce ne fut pas une décision prise à la hâte, mais née d'une prise de conscience lucide que, bien qu'elle tienne encore à Michael, elle ne pouvait plus vivre avec lui. Elle organisa une nouvelle rencontre avec Michael, cette fois pour discuter de la logistique de leur séparation, une rencontre qui marquerait la fin de leur mariage mais le début d'un nouveau chapitre pour Emily. À l'approche du jour de leur dernière rencontre, Michael ressentit un mélange complexe de terreur et de résignation. Il avait passé des mois à se débattre avec les conséquences de ses actes, chaque jour un exercice pour affronter la douleur qu'il avait causée et la fin probable de son mariage. Il se prépara à la rencontre en relisant les lettres qu'il avait écrites à Emily, rappel de la profondeur de son regret et de son désir sincère de son pardon. Ces lettres, jamais envoyées, étaient son dialogue silencieux avec elle, un témoignage de l'homme qu'il espérait devenir, celui qui reconnaissait la valeur de l'engagement et le caractère sacré de la confiance. Par un frais matin d'automne, ils se rencontrèrent dans un café, un espace public mais intime qui se prêtait aux conversations difficiles. Michael écouta Emily parler de sa décision de mettre fin à leur mariage, sa voix calme mais ferme, ses yeux clairs et résolus. Elle expliqua que son parcours au cours des derniers mois l'avait conduite à un lieu de découverte de soi et d'indépendance, un lieu où elle ne se voyait plus comme faisant partie d'un « nous ». Bien qu'elle reconnût les efforts de Michael pour amender ses manières, elle avoua que les dommages causés étaient trop profonds, la confiance trop brisée pour être reconstruite. Michael accepta sa décision le cœur lourd, comprenant que ses actions avaient irrévocablement changé le cours de leur vie. Il exprima sa profonde tristesse pour la douleur qu'il avait causée et son espoir qu'elle trouverait le bonheur et l'épanouissement dans sa nouvelle vie. En se séparant, Michael ressentit la finalité de leur adieu, une clôture à la fois douloureuse et nécessaire. Il quitta le café avec un mélange de chagrin et de gratitude, chagrin pour le passé qui ne pourrait jamais être retrouvé, et gratitude pour les années d'amour et de camaraderie qu'Emily lui avait données. Ce moment, bien que déchirant, marqua le début d'une véritable pénitence pour Michael, un voyage de toute une vie pour honorer leur passé en vivant selon les valeurs qu'il avait négligées. Dans la solitude tranquille qui suivit leur séparation, Michael se mit à faire de longues promenades, utilisant ce temps pour réfléchir à son mariage, à ses échecs et à son avenir. Chaque pas était une méditation sur ses actions passées et un pas vers une meilleure compréhension de lui-même. Il réalisa que son voyage de rédemption ne faisait que commencer, que chaque jour présentait une nouvelle opportunité de prouver son intégrité et son engagement envers les valeurs qu'il avait autrefois abandonnées. Il poursuivit sa thérapie, chaque séance aidant à démêler des années de mauvaises décisions et à reconstruire son estime de soi. Emily, de son côté, embrassa sa nouvelle indépendance avec une vigueur qui la surprit même. Elle se jeta dans son art, son travail devenant plus audacieux et expressif, reflet de sa transformation intérieure. Ses soirées étaient remplies de cours, de visites de galeries et de cafés avec des amis qui la soutenaient pendant sa transition. Elle trouva du réconfort dans son art, chaque coup de pinceau un témoignage de sa résilience et de sa force. Lentement, l'ombre de son mariage raté commença à se dissiper, remplacée par un sentiment de possibilité et d'enthousiasme pour l'avenir. Alors qu'ils avançaient séparément, Michael et Emily apprirent à pardonner, Michael, à lui-même pour ses trahisons, et Emily, à Michael pour ses manquements. Ce pardon ne signifiait pas une réconciliation ou une diminution de la douleur causée, mais plutôt une acceptation de leurs faiblesses et erreurs humaines. Ils comprirent tous les deux que leurs chemins, autrefois si étroitement liés, divergeaient désormais, chacun menant à des avenirs différents qu'ils avaient façonnés par leur choix. Ils restèrent en contact sporadiquement, une amitié timide née de leur histoire commune et d'un respect mutuel pour le parcours que chacun avait entrepris. De cette manière, ils honorèrent leur passé, non avec amertume ou regret, mais avec une reconnaissance pleine d'espoir de leur croissance et d'une affection durable l'un pour l'autre. Alors que Michael se débattait avec la nouvelle réalité crue de sa séparation d'avec Emily, il se surprit à tendre la main, poussé par un mélange de solitude et d'un désir sincère de réconciliation. Cependant, chaque tentative de connexion se heurta au silence. Emily, ayant décidé de se concentrer entièrement sur sa propre guérison, avait coupé toute communication avec Michael, le bloquant sur les réseaux sociaux et refusant de répondre à ses appels. Cette barrière força Michael à une profonde introspection,
faisant face à de longues soirées remplies du silence obsédant de la maison qu'il partageait autrefois. Il commença à tenir un journal pour traiter ses émotions, les pages se remplissant d'excuses qu'il aurait aimé pouvoir exprimer et de conversations qu'il aspirait à avoir. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, l'absence de contact consolida sa résolution de se transformer, non seulement pour Émilie ou pour un quelconque espoir latent de réconciliation, mais pour son propre bien, pour devenir quelqu'un qu'il pourrait à nouveau respecter. Pendant ce temps, Émilie s'immergea dans des activités qui lui apportaient paix et sentiment d'indépendance. Elle se mit au yoga et rejoignit un club de lecture local, s'entourant de personnes et d'environnements qui soutenaient sa guérison. Ces activités n'étaient pas seulement des distractions mais des étapes vitales dans la reconstruction de l'estime de soi qui s'était érodée pendant les dernières années de leur mariage. Elle apprit à apprécier sa propre compagnie, trouvant du réconfort dans les moments de solitude tranquille qui l'avaient autrefois fait se sentir abandonnée. Cette période de croissance fut à la fois douloureuse et éclairante, alors qu'Émilie commençait à comprendre que son bonheur n'avait pas besoin de dépendre d'une autre personne. Elle se fortifia avec de nouvelles routines et amitiés, se créant une vie qui lui appartenait entièrement, une vie où l'écho des trahisons de Michael s'estompait à chaque jour qui passait. Michael, de son côté, ressentait le poids de l'absence d'Émilie dans tous les aspects de sa vie. Le silence qui accueillait ses tentatives de communication servait de douloureux rappel des conséquences de ses actes. Cela le poussa à chercher une thérapie, où il commença à démêler les couches de son comportement qui avaient conduit à la liaison. Ces séances furent éprouvantes mais transformatrices, car il affronta des vérités inconfortables sur lui-même et sur la manière dont il avait manipulé et blessé Émilie. Il en vint à comprendre que la véritable expiation signifiait respecter son besoin d'espace, même si cela impliquait d'endurer son propre inconfort et sa solitude. Cette acceptation marqua un tournant pour Michael, un pas douloureux mais nécessaire vers un changement authentique. Dans l'isolement tranquille de sa nouvelle vie, Émilie découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle arriva comme un coup de tonnerre par temps clair, inattendue et bouleversante. Elle lutta avec un tumulte d'émotions, joie, peur, incertitude, tout tourbillonnait en elle alors qu'elle envisageait l'avenir. La grossesse, résultant de leur dernière rencontre avant la séparation, ressemblait à une ironie cruelle, une nouvelle vie jaillissant des cendres de leur mariage raté. Émilie se débattit avec la décision d'en informer Michael, chaque scénario se déroulant dans son esprit et se terminant par une complication supplémentaire de sa paix déjà fragile. Finalement, elle choisit de garder la grossesse secrète, craignant que l'implication de Michael ne vienne ébranler son sens naissant d'indépendance et d'autosuffisance. Elle voulait prendre des décisions libres de son influence, construire une vie pour son enfant qui ne soit pas entachée par le passé. À mesure que sa grossesse avançait, Émilie trouva de la force dans sa décision d'élever son enfant seule. Elle se prépara à la maternité avec une concentration assidue, suivant des cours prénataux, lisant des livres sur la parentalité et transformant la chambre d'amis en nurserie. Cette préparation fut un baume pour son cœur inquiet, chaque pas en avant affirmant sa capacité à assumer ce nouveau rôle. Ses amis et sa famille se rallièrent autour d'elle, lui apportant soutien et célébrant sa résilience. La mère d'Émilie, en particulier, devint un pilier de force, partageant sa sagesse et offrant du réconfort dans les moments de doute. Ce réseau de soutien fut crucial, aidant Émilie à naviguer dans les complexités de la grossesse sans le partenariat qu'elle avait autrefois envisagé. Pendant ce temps, Michael restait inconscient de la vie qui grandissait en Émilie, sa propre vie marquée par une reconstruction lente mais régulière de ses valeurs et de ses priorités. Il se concentra sur son travail, utilisant sa carrière non seulement comme une distraction mais aussi comme un moyen de reconstruire son sentiment de valeur et de responsabilité. Dans sa vie personnelle, il maintint ses séances de thérapie, chacune d'elles épluchant des couches de son caractère et de ses choix. Il apprit à vivre avec la culpabilité, l'utilisant comme un catalyseur de croissance personnelle plutôt que de la laisser le consumeur. Sa transformation fut profonde, visible pour ses amis et collègues qui notèrent le changement dans son attitude et sa concentration renouvelée sur l'intégrité et le respect. Cette période de croissance, bien que marquée par la solitude et le regret, fut cruciale pour façonner l'homme qu'il deviendrait, quelqu'un peut-être prêt à affronter les défis qui l'attendaient, inconnu de lui mais profondément significatif. La naissance de Jacob fut un moment décisif pour Émilie, marquant à la fois une fin et un commencement. Elle aborda l'accouchement avec un mélange de détermination et d'appréhension, consciente du défi physique à venir mais soutenue par la signification émotionnelle et symbolique du moment. Lorsque Jacob arriva enfin, ses premiers cris furent comme un appel vibrant pour Émilie, faisant surgir une réserve de force et d'amour qu'elle ne se connaissait pas. En tenant son fils pour la première fois,
Émilie ressentit une connexion indescriptible, un lien qui scella son engagement envers cette nouvelle vie qu'ils partageraient ensemble. Elle se promit, ainsi qu'à son nouveau-né, qu'elle lui offrirait une vie de stabilité, d'amour et de joie, libre des ombres des erreurs passées. Alors qu'Émilie s'adaptait à la maternité, elle découvrit que chaque jour apportait son lot de défis et de récompenses. Jacob était un enfant curieux et vif, ses yeux brillants et ses sourires faciles apportant une nouvelle sorte de lumière dans le monde d'Émilie. Elle navigua les nuits blanches et les journées interminables avec une grâce née d'un amour féroce et d'une détermination inébranlable, sa mère et ses amis proches lui apportant soutien et soulagement lorsque les exigences de la monoparentalité semblaient écrasantes. La vie d'Émilie tournait autour des routines de Jacob. Heure des repas, heure des siestes, heure de jeu, chaque moment banal précieux et profond. Elle documenta méticuleusement ses premiers jours, son appareil photo et son journal rempli des détails du développement de Jacob, vivement consciente du passage rapide du temps. Pendant ce temps, Michael poursuivait son parcours d'amélioration personnelle, ignorant les profonds changements qui se produisaient dans la vie d'Émilie. Il remplissait ses journées de travail et de thérapie, chaque séance aidant à démêler la complexité de ses émotions et de ses décisions. Il apprit à cuisiner, chose pour laquelle il avait toujours compté sur Émilie, et se mit à la course à pied, l'effort physique étant un exutoire pour ses frustrations et sa culpabilité refoulée. Sa maison, autrefois partagée avec Émilie, se transforma lentement, reflétant sa nouvelle vie solitaire, une vie de contemplation et de rétablissement continu. Les progrès de Michael étaient palpables, ses amis remarquant une nouvelle profondeur de sincérité dans ses actions et ses conversations. Pourtant, sous son emploi du temps chargé et ses habitudes réformées, un sentiment d'incomplétude persistait, un vide qu'il ne pouvait définir mais qu'il ressentait profondément. C'était un rappel des pertes qu'il avait subies, des relations qui avaient été modifiées de manière irréparable, et du voyage continu vers la rédemption qui l'attendait. 3 ans après leur séparation, la vie de Michael avait trouvé un nouveau rythme, un semblant de normalité qui démentait les courants sous-jacents de ses erreurs passées. C'est lors d'une rare visite dans un parc local, un endroit où il avait autrefois passé des moments plus heureux avec Émilie, que le destin intervint de la manière la plus inattendue. Alors qu'il marchait le long des sentiers familiers, perdu dans ses pensées, il aperçut Émilie de l'autre côté de la pelouse, jouant avec un petit garçon qui partageait son sourire. Son cœur s'arrêta un instant, la vue d'elle ravivant de vieux sentiments et souvenirs qu'il pensait avoir réussi à compartimenter. L'enfant, plein de vie et de rire, était clairement le sien, une partie de sa vie dont il ne savait rien. La prise de conscience qu'Émilie avait tourné la page à ce point, possiblement avec quelqu'un d'autre, le remplit d'un mélange complexe de chagrin et de panique. Il les regarda de loin, l'interaction joyeuse contrastant vivement avec la solitude qu'il ressentait en les observant. Poussé par un mélange de curiosité et de désir, Michael s'approcha d'eux avec hésitation, chaque pas plus lourd que le précédent, chargé de la gravité du moment. Alors qu'il se rapprochait, Émilie le remarqua, et son expression passa du bonheur à une prudence réservée. L'atmosphère changea de manière palpable, l'air chargé d'une incertitude tendue. Michael se présenta au petit garçon, Jacob, qui le regarda avec une curiosité innocente. L'interaction fut maladroite, ponctuée par les réponses laconiques d'Émilie et la tentative de Michael d'engager la conversation avec Jacob sans outrepasser des limites invisibles. Cette rencontre inattendue força Michael à affronter la réalité de la nouvelle vie d'Émilie, une vie qui incluait un fils dont il ignorait l'existence. La rencontre se termina brusquement, Émilie prenant la main de Jacob et s'éloignant, laissant Michael seul, aux prises avec le choc et la prise de conscience écrasante que ses actions passées avaient des conséquences irrévocables non seulement pour lui et Émilie, mais aussi pour l'enfant qu'il venait de rencontrer. Dans les jours qui suivirent la rencontre au parc, Michael se trouva hanté par l'image d'Émilie et de Jacob. La prise de conscience qu'il pouvait être le père de Jacob le rongeait, l'âge du garçon correspondant de trop près à leur séparation. Poussé par un besoin de réponse, il contacta Émilie, demandant une rencontre pour tout discuter ouvertement. Émilie, sentant l'inévitabilité de la conversation, accepta, et ils se rencontrèrent dans un café tranquille, un terrain neutre chargé des échos de leur passé commun. Assis l'un en face de l'autre, les banalités initiales cédèrent rapidement la place au cœur du sujet. La voix de Michael tremblait légèrement alors qu'il posait à Émilie la question qui le brûlait depuis le parc, Jacob était-il son fils ? La réponse d'Émilie fut mesurée, sa voix ferme malgré le poids émotionnel de ses mots. Elle expliqua que Jacob était bien son fils, conçu pendant les dernières semaines de leur mariage, un fait qu'elle avait gardé pour elle de peur de compliquer leur relation déjà tendue. Elle détailla sa lutte avec la décision,
son désir de protéger Jacob du bouleversement potentiel qu'impliquerait Michael, dont l'engagement et la stabilité avaient autrefois été si peu fiables. Michael écouta, chaque mot s'enfonçant comme une pierre, ressentant le plein impact de ses choix passés se répercuter sur son présent. La révélation fut un catalyseur pour un torrent d'émotions, regret pour les années perdues, colère contre lui-même pour ses échecs, et un amour naissant pour le fils qu'il savait maintenant avoir. La conversation fut une confrontation difficile mais nécessaire avec leur passé, une mise au clair qui se termina par un accord timide pour explorer lentement les possibilités de coparentalité, avec le bien-être de Jacob comme préoccupation primordiale. Suite à leur profonde conversation, Michael se trouva aux prises avec une nouvelle réalité qui incluait un fils qu'il connaissait à peine. Déterminé à arranger les choses, il demanda conseil à un avocat pour comprendre ses droits et responsabilités en tant que père. Les rencontres avec son avocat furent dégrisantes, soulignant le chemin complexe vers la reconnaissance légale de la paternité et les arrangements de garde potentiels. Michael fut initié aux subtilités du droit de la famille, chaque séance avec son avocat étant une courbe d'apprentissage sur le consentement, les droits et l'équilibre délicat entre la poursuite de ses intérêts sans perturber la vie de Jacob plus que par la tromperie et la trahison. La prise de conscience fut une pilule amère à avaler. Isaac commença à voir Anna non pas comme la femme simple et quelconque qu'il avait autrefois méprisée, mais comme une force de résilience et d'intelligence. Sa force tranquille avait été la pierre angulaire de leur succès, et sans elle, son monde soigneusement organisé s'était effondré. La nouvelle compréhension d'Isaac de la valeur d'Anna s'accompagna d'un sentiment de culpabilité accablant. Il revécut les années qu'ils avaient passées ensemble, se rappelant les moments où elle lui avait offert un soutien indéfectible, pour ne recevoir en retour que de l'indifférence ou des critiques. Il pensa aux nuits qu'il avait passées tard avec Charlotte, sachant qu'Anna l'attendait à la maison, et aux mensonges qu'il avait racontés pour justifier ses actes. Isaac commença à voir sa trahison non seulement comme un échec moral, mais comme une trahison fondamentale de lui-même. Pour la première fois, il s'interrogea sur l'homme qu'il était devenu et s'il pourrait un jour réparer le mal qu'il avait causé. Le chemin de la rédemption, s'il existait, semblait intimidant, mais Isaac ressentit une lueur de détermination à essayer. L'ascension d'Anna au sein de l'entreprise fut tout simplement transformatrice. L'épouse autrefois négligée se dressait désormais comme un phare de force et de compétence. Les employés qu'il avait auparavant rejetés comme étant simplement la femme d'Isaac étaient maintenant inspirés par sa vision et son leadership. La capacité d'Anna à rester calme sous la pression, son accent sur les pratiques éthiques et son souci sincère du bien-être de son équipe lui valurent un respect généralisé. Elle travailla sans relâche pour reconstruire la réputation de l'entreprise, mettant en œuvre des réformes qui priorisaient la transparence et la responsabilité. Les investisseurs, impressionnés par son sang-froid et son intelligence, se rallièrent derrière elle, désireux de soutenir la nouvelle direction qu'elle imprimait à l'entreprise. Pour Anna, il ne s'agissait pas seulement de succès professionnel, il s'agissait de retrouver son identité et de se prouver qu'elle était capable de s'épanouir selon ses propres termes. Pendant ce temps, Isaac sombrait plus profondément dans le désespoir. La vie qu'il avait méticuleusement construite s'effilochait, et la distance entre lui et Anna semblait insurmontable. Il observait de loin son épanouissement, sa confiance et sa force brillant plus que jamais. Le désespoir d'Isaac grandissait de jour en jour. Il désirait ardemment contacter Anna, s'excuser, expliquer, mais il ne savait pas où commencer. Le poids de sa culpabilité et de sa honte le paralysait, et il craignait que toute tentative ne soit accueillie par un rejet. Pourtant, au milieu de son désespoir, Isaac commença à reconnaître la profondeur de ses sentiments pour Anna. Il réalisa qu'il ne regrettait pas seulement de l'avoir perdue en tant que partenaire en affaires, il regrettait de l'avoir perdue en tant que partenaire dans la vie. Les tentatives d'Isaac pour sauver ce qui restait de sa carrière se heurtèrent à de la résistance. Sa réputation avait été irrémédiablement endommagée, et même ses plus proches alliés avaient commencé à prendre leur distance. N'ayant plus personne vers qui se tourner, Isaac décida de faire un pas qu'il avait évité pendant des années, affronter ses propres défauts. Il commença à suivre une thérapie, espérant comprendre la racine de ses insécurités et de son arrogance. Ce fut une expérience humiliante, qui le força à affronter des vérités douloureuses sur lui-même. Le chemin d'Isaac vers la prise de conscience fut semé d'embûches, mais il s'accrocha à l'espoir qu'un jour, il pourrait réparer ses torts, non seulement envers Anna, mais aussi envers l'homme qu'il aspirait autrefois être. Sous la direction d'Anna, l'entreprise connut une transformation qui laissa employés et investisseurs stupéfaits. Son approche était méthodique mais compatissante, se concentrant sur les personnes qui avaient été éclipsées pendant le mandat d'Isaac.
Elle organisa des réunions où la voix de chacun était entendue, créant un environnement d'inclusivité et de collaboration. Anna mit en œuvre des changements qui priorisaient les pratiques commerciales éthiques et la croissance à long terme plutôt que le profit à court terme. Les investisseurs, qui avaient initialement été méfiants face à son attitude discrète, soutenaient désormais pleinement sa vision. Ils admiraient sa capacité à maintenir son sang-froid sous la pression et sa volonté de prendre des décisions audacieuses lorsque cela était nécessaire. Les employés qui craignaient autrefois le leadership erratique d'Isaac trouvèrent du réconfort dans la direction stable d'Anna. Pour eux, Anna n'était pas seulement une dirigeante, elle était un symbole d'intégrité et de résilience. Isaac, quant à lui, se noyait dans l'isolement. Autrefois figure d'autorité, il était maintenant un étranger, regardant l'entreprise qu'il avait bâtie prospérer sans lui. Le respect et l'admiration qu'il avait autrefois commandés avaient disparu, remplacés par des chuchotements sur sa trahison et son échec. Même ses anciens alliés l'avaient abandonné, ne voulant pas être associés au scandale entourant son nom. Isaac passait ses journées à ressasser les choix qu'il avait menés à ce point, chaque souvenir le blessant plus profondément que le précédent. Son style de vie autrefois somptueux lui semblait maintenant vide, rempli uniquement de rappels de son arrogance et de la douleur qu'il avait causée. En errant dans sa maison vide, Isaac commença à comprendre toute l'étendue de sa perte, non seulement sa carrière, mais aussi l'amour et la confiance de la femme qu'il avait soutenue envers et contre tout. Malgré son regret croissant, Isaac ne parvenait pas à affronter Anna. Il savait qu'elle s'épanouissait sans lui, et l'idée d'interrompre son succès avec ses excuses lui semblait égoïste. Pourtant, au fond de lui, il aspirait à la rédemption. Il commença à écrire des lettres à Anna, y déversant ses pensées et ses regrets. Dans ces lettres, il reconnaissait ses échecs et exprimait son admiration pour la femme qu'elle était devenue. Bien qu'il ne les ait jamais envoyées, l'acte d'écrire devint une forme de thérapie, l'aidant à gérer ses émotions. Isaac réalisa que son chemin vers la rédemption ne consistait pas seulement à reconquérir Anna, il s'agissait de devenir un homme meilleur, quelqu'un digne de son pardon, même s'il ne le recevait jamais. Alors qu'Anna continuait de reconstruire l'entreprise, David demeura son allié indéfectible. Son esprit juridique vif et son calme furent inestimables alors qu'Anna naviguait dans les complexités de son nouveau rôle. David l'aida à renégocier des contrats, à sécuriser de nouveaux partenariats et à régler les problèmes juridiques persistants datant du mandat d'Isaac. Au-delà du domaine professionnel, David apporta un soutien émotionnel, rappelant à Anna sa valeur et l'encourageant à embrasser son indépendance retrouvée. Leurs séances de stratégie tardive se transformaient souvent en conversations sincères, où Anna se sentait en sécurité pour exprimer ses craintes et ses espoirs. La présence de David était une force, un rappel qu'elle n'avait pas à affronter ce voyage seule. Sa foi en ses capacités donna à Anna la confiance nécessaire pour aller de l'avant, même lorsque les doutes menaçaient de s'insinuer. Pendant ce temps, Isaac observait de loin la relation entre David et Anna s'approfondir. Bien que leur lien fût purement platonique, Isaac ne put ignorer la pointe de jalousie qui le submergea. Il reconnaissait en David tout ce qu'il n'avait pas réussi à être, loyal, solidaire et altruiste. L'idée que David endosse le rôle qu'il avait si négligemment abandonné était à la fois humiliante et douloureuse. Les insécurités d'Isaac refirent surface, mais il savait qu'il n'avait aucun droit d'interférer. Au lieu de cela, il canalisa son énergie dans son parcours d'amélioration personnelle. Il continua à suivre une thérapie, où il affronta la racine de son arrogance et sa peur de la vulnérabilité. Lentement, Isaac commença à comprendre que son échec ne provenait pas des insuffisances d'Anna, comme il l'avait cru autrefois, mais de sa propre incapacité à apprécier la profondeur de son amour et de sa force. Pour Anna, l'amitié de David fut une bouée de sauvetage pendant une période d'immenses changements. Si elle appréciait son soutien indéfectible, elle restait prudente quant à la possibilité d'une relation plus profonde. Sa confiance avait été brisée par la trahison d'Isaac, et l'idée d'ouvrir à nouveau son cœur lui semblait intimidante. Pourtant, alors que David se tenait à ses côtés à travers chaque défi, Anna ne pouvait ignorer la chaleur que sa présence apportait. Elle commença à se demander si, un jour, elle pourrait se permettre d'aimer à nouveau, non par nécessité, mais par choix, avec quelqu'un qui la valorisait vraiment pour ce qu'elle était. Le jour de la résolution du procès marqua un tournant pour Anna et Isaac. La salle d'audience était bondée d'employés, d'investisseurs et de représentants des médias, tous désireux d'assister à l'aboutissement d'une bataille qui avait captivé le monde de l'entreprise. Anna, vêtue d'un élégant tailleur bleu marine, rayonnait de confiance et de sang-froid alors qu'elle présentait son dossier. Avec David à ses côtés,
elle exposa les contributions qu'elle avait apportées à l'entreprise et la mauvaise gestion financière qui avait eu lieu sous la direction d'Isaac. Ses arguments étaient clairs et convaincants, étayés par des preuves irréfutables. Le juge écouta attentivement, et au fur et à mesure que la procédure se déroulait, il devint évident qu'Anna avait constitué un dossier inattaquable. Son calme contrastait vivement avec la présence discrète d'Isaac, soulignant la différence frappante entre eux. Isaac resta assis en silence pendant que le tribunal examinait les preuves contre lui. Le poids de ses actes était mis à nu, chaque révélation rappelant les conséquences de ses choix. Alors que le témoignage d'Anna brossait un tableau saisissant de ses sacrifices et de sa résilience, Isaac ressentit un mélange de honte et d'admiration. Il voulait se défendre, expliquer que ses erreurs étaient nées de l'insécurité plutôt que de la malveillance, mais il savait que cela n'aurait aucune importance. Les faits étaient indiscutables, et la décision du tribunal était inévitable. Lorsque le juge se prononça en faveur d'Anna, lui accordant le contrôle majoritaire de l'entreprise, Isaac ressentit une vague de soulagement mêlé de regret. Il avait tout perdu, mais pour la première fois, il sentit les prémices de l'acceptation. Peut-être était-ce la clôture dont il avait besoin pour commencer à nouveau. Pour Anna, la victoire était douce amère. Si elle était reconnaissante de la validation de ses efforts, l'expérience avait été émotionnellement éprouvante. Elle s'était battue non seulement pour sa place légitime dans l'entreprise, mais aussi pour sa dignité et son indépendance. En sortant du tribunal, entourée de journalistes et de sympathisants, Anna ressentit un sentiment de libération. La bataille était terminée, et elle pouvait enfin se concentrer sur la construction de la vie qu'elle souhaitait. Pourtant, au milieu du triomphe, une tristesse discrète persistait. L'homme qu'elle avait autrefois aimé n'était plus qu'une ombre de lui-même, un rappel de la facilité avec laquelle la confiance et l'amour pouvaient être détruits. Anna résolut d'aller de l'avant avec grâce, déterminée à créer un avenir défini par la force et la compassion. Anna se tenait à la barre de son entreprise, embrassant pleinement son nouveau rôle de PDG. Sa vision de l'avenir était audacieuse mais ancrée dans l'intégrité, contrastant vivement avec la mauvaise gestion qui avait miné l'entreprise sous la direction d'Isaac. Elle initia des politiques qui priorisaient le bien-être des employés, offrant de meilleures prestations de santé et introduisant des programmes de développement professionnel. Ces changements revitalisèrent la main-d'œuvre, favorisant la loyauté et un sentiment renouvelé d'utilité parmi le personnel. Les investisseurs, impressionnés par la stratégie et l'exécution d'Anna, commencèrent à la voir comme un phare de force et d'innovation. Chaque pas qu'Anna faisait dans la restructuration de l'entreprise ressemblait à la reconquête d'une partie d'elle-même, une déclaration qu'elle était plus qu'une épouse bafouée ou un personnage secondaire dans l'histoire d'Isaac. Elle était une leader à part entière, et elle était déterminée à laisser un héritage d'autonomisation et de compassion. En dehors de la salle du conseil, la vie personnelle d'Anna s'épanouit de manière inattendue. Pendant des années, son identité avait été étroitement liée aux ambitions d'Isaac, ses propres désirs mis de côté pour soutenir ses objectifs. Maintenant, le poids de sa trahison derrière elle, elle se sentait libre de se redécouvrir. Elle s'inscrivit à des cours d'art, ravivant une passion pour la peinture qu'elle avait abandonnée au début de son mariage. Les week-ends étaient consacrés à la randonnée ou à la visite de musées avec des amis, des activités qui lui rappelaient la joie des plaisirs simples. La liberté de poursuivre ses intérêts apporta une nouvelle vitalité à sa vie, une vitalité qui rayonnait dans ses interactions avec les autres. Les gens étaient attirés par la chaleur et l'authenticité d'Anna, des qualités qui avaient toujours été là mais qui brillaient maintenant plus que jamais. Pendant ce temps, Isaac observait de loin l'épanouissement d'Anna. Sa confiance, autrefois discrète, commandait maintenant l'attention, et ses réalisations étaient célébrées dans le monde des affaires. Bien qu'il ressentît une pointe de jalousie, celle-ci était éclipsée par un profond sentiment de regret. Il réalisa qu'il l'avait sous-estimée à chaque instant, la considérant comme ordinaire alors qu'elle avait toujours été extraordinaire. Les sentiments d'inadéquation d'Isaac grandirent alors qu'il comparait son état actuel d'isolement à la vie florissante d'Anna. Mais pour la première fois, il comprit que son chemin vers la rédemption ne consistait pas à rivaliser avec elle, mais à devenir quelqu'un qui pouvait se regarder dans le miroir sans honte. Fort de cette prise de conscience, Isaac commença à faire les premiers pas hésitants vers la reconstruction de sa vie. La décision de s'excuser auprès d'Anna pesait lourdement sur Isaac. Ce n'était pas une question de fierté, c'était la peur que ses mots ne tombent à plat face à l'ampleur de sa trahison. Néanmoins, il ne pouvait ignorer le besoin d'affronter son passé, ne serait-ce que pour offrir à Anna la clôture qu'elle méritait. Il la contacta par une lettre soigneusement rédigée, demandant une rencontre. À sa surprise, Anna accepta,
bien que son ton fût mesuré et formel. La rencontre eut lieu dans un café tranquille, loin du faste de leurs anciennes vies. À l'arrivée d'Anna, son attitude calme rappela à Isaac la grâce qui l'avait autrefois captivé. Ses yeux, cependant, contenaient une force réservée, une indication claire qu'elle n'était plus la même femme qu'il avait tenue pour acquise. Isaac commença par reconnaître ses erreurs, la voix tremblante alors qu'il racontait les façons dont il l'avait blessée. Il ne tenta pas de justifier ses actes. Au lieu de cela, il parla des insécurités qui l'avaient poussé à chercher la validation ailleurs. « J'étais aveugle à ce que j'avais, » admit-il, ses mains agrippant le bord de la table. « Tu étais la meilleure partie de ma vie, et j'ai laissé mon arrogance détruire ça. » Anna écouta en silence, son expression indéchiffrable. Quand Isaac eut terminé, le poids de sa vulnérabilité flottait dans l'air, contrastant vivement avec la façade confiante qu'il avait autrefois arborée. Il se prépara à sa réponse, incertain s'il méritait le pardon ou même un second regard. La réponse d'Anna fut calme mais ferme. Elle remercia Isaac pour son honnêteté, reconnaissant qu'il avait dû falloir du courage pour affronter ses actes. Cependant, elle indiqua clairement que le pardon ne signifiait pas la réconciliation. « J'ai tourné la page, Isaac, dit-elle, la voix assurée. Et j'espère que tu pourras trouver la force de faire de même. » Bien que ces paroles le piquassent, Isaac trouva un certain réconfort dans sa reconnaissance. Il réalisa que le pardon ne consistait pas à effacer le passé, mais à les libérer tous les deux de son poids. Alors qu'ils se séparaient, Isaac se sentit plus léger, comme si un chapitre s'était clos. Ce n'était pas la fin qu'il avait espérée, mais c'était celle dont il avait besoin. Tandis qu'Anna et Isaac naviguaient sur leur chemin vers la clôture, Charlotte faisait face à la dure réalité de ses choix. Autrefois au centre des attentions d'Isaac, elle se retrouvait maintenant ostracisée des cercles qu'elle avait mis tant d'efforts à infiltrer. Son rôle dans le scandale avait terni sa réputation, et les relations sociales sur lesquelles elle comptait s'évanouir presque du jour au lendemain. Les invitations à des événements exclusifs se tarirent, et son style de vie glamour devint de plus en plus difficile à maintenir. Les tentatives de Charlotte pour se réorienter vers de nouvelles opportunités se heurtèrent au scepticisme, personne ne voulait s'associer à une femme dont le nom était synonyme de trahison. La façade qu'elle avait construite s'effondra, la laissant affronter le vide qu'elle dissimulait. Dans sa solitude, Charlotte commença à réfléchir à ses actes. Elle repensa au début de sa relation avec Isaac, lorsqu'elle l'avait vu comme un ticket pour la vie qu'elle croyait mériter. À l'époque, elle s'était persuadée qu'Anna le freinait, que sa propre présence dans sa vie était une amélioration. Mais en revivant les événements qui avaient mené à leur chute, Charlotte réalisa l'étendue de son illusion. Isaac l'avait utilisée comme une distraction, tout comme elle l'avait utilisé comme un tremplin. Il n'y avait pas d'amour entre eux, seulement une exploitation mutuelle masquée par des moments de plaisir éphémères. La vérité la laissa vide, aux prises avec les conséquences de son ambition et les ponts qu'elle avait brûlés. Déterminée à sauver ce qui restait de sa dignité, Charlotte prit la décision de repartir à zéro. Elle quitta la ville, troquant sa garde-robe de créateur contre un style de vie modeste dans une petite ville côtière. Là, elle accepta un poste de réceptionniste dans un hôtel de charme, bien loin de son ancien glamour mais un pas vers la reconstruction de sa vie. Pour la première fois, Charlotte trouva satisfaction dans un travail honnête et la simplicité de l'anonymat. Bien que la route à venir fût incertaine, elle ressentit une étincelle d'espoir qu'elle pourrait se redéfinir, non pas comme une femme courant après le statut, mais comme quelqu'un ayant le courage d'embrasser ses défauts et d'en tirer des leçons. La nouvelle indépendance d'Anna lui ouvrit des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Pour la première fois depuis des années, elle commença à explorer des intérêts qu'elle avait longtemps mis de côté pour soutenir les ambitions d'Isaac. Elle participa à des ateliers d'art, rejoignit un club de lecture local et commença même à prendre des cours de piano, chose dont elle avait toujours rêvé mais n'avait jamais eu le courage de poursuivre. Chaque entreprise la rapprochait d'une version d'elle-même qu'elle avait oubliée. Amis et connaissances remarquèrent la lumière dans ses yeux, un contraste frappant avec l'ombre de la femme qui s'était tenue discrètement dans l'ombre d'Isaac pendant si longtemps.